Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Ce soir, nous allons nous pencher sur un sujet crucial, un sujet important. Nous nous interrogeons sur les élections qui sont prévues en décembre de cette année, mais nous nous interrogeons aussi sur la stabilité post-électorale. À entendre les gens, les prises de position, les camps sont en contradiction. Il y a d'un côté des groupes qui estiment que le processus électoral est biaisé et que ceux qui sont les pouvoirs organisateurs sont en train de mettre en place une longue et profonde tricherie. Il y en a d'autres qui disent non, c'est de la mauvaise foi. Ceux qui disent ça ne veulent pas aller aux élections et ils ont peur parce qu'ils n'ont pas d'ancrage dans l'opinion. Ils viennent aux élections, seul le peuple va triompher par sa décision. Voilà les contradictions que nous suivons depuis quelques semaines dans notre pays. Et nous ne pouvons pas laisser ces choses se dire sans analyser les tenants et les aboutissants. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes un pays ancré dans une géopolitique sous-régionale et mondiale. Le Congo n'est pas un îlot, le Congo est un pays qui aux enjeux extraordinaires. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont intéressés par ce qui va se passer au Congo. Vous avez été très nombreux à nous écrire, vous nous aviez demandé de remettre en place l'émission Espace républicain parce que durant le processus électoral passé, avant celui-ci, l'espace républicain a été la plateforme d'atténuation des positions extrêmes. Ces journalistes et éditorialistes avaient fait un très grand travail et vous l'avez d'ailleurs magnifié parce que certains d'entre nous ont été quand même appelés à des fonctions pour aller donner de cette compétence. Cette émission d'aujourd'hui, j'ai vraiment fait revenir quelques républicains parce que c'est comme ça qu'ils se sont appelés pendant plus de 3 ans. C'est des journalistes, c'est des éditorialistes, c'est des politologues. Ils sont venus ce soir pour pouvoir nous rappeler, et si c'est possible, comment nous allons nous comporter, comment joindre aujourd'hui nos intelligences pour avoir un processus électoral apaisé et inclusif, en même temps pour garantir la stabilité de l'État. Pour en parler, j'ai ici deux invités. Le premier qui est à ma droite, que vous connaissez certainement parce qu'il n'est plus à présenter, c'est Freddy Mulumba. Freddy Mulumba, il est politologue. Freddy Mulumba a occupé beaucoup de fonctions. Je ne veux pas le présenter 1000 fois, mais pour ceux qui viennent, parce que chaque jour, dans la maturité, il y a des nouvelles personnes qui accèdent. C'est comme ça que nous répétons toujours. Freddy Mulumba, il est politologue. Freddy Mulumba a été directeur général de la radio-télévision nationale. Freddy Mulumba était directeur général du journal Le Potentiel. Freddy Mulumba est un écrivain qui a déjà publié beaucoup de livres. Mais Freddy Mulumba est connu comme étant le Congolais qui a fait de la lutte contre la balkanisation son cheval de bataille. Il a parlé contre vent, malgré vent. Il a été entendu, diabolisé, hué. Dans tous les cas, il n'a pas changé de position. Aujourd'hui que nous vivons la matérialisation de cette procédure de diabolisation et la résistance des Congolais, on ne peut que le féliciter pour avoir été un lanceur d'alerte important et précoce. Freddy Mulumba, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci donc d'accepter de venir, d'être venu ici et représenter un peu les quelques républicains que nous avons eu à fréquenter tout au long de la magistrature passée. En face de lui, je ne les présente plus parce que tellement qu'on nous voit souvent ensemble, c'est Jérôme Sekana. Jérôme Sekana, c'est l'ADG de AGM, donc Agence Galaxy Média. Il est aussi éditeur du journal La Renaissance. Hein. La bonne gouvernance, excuse-moi, la bonne gouvernance. Jérôme Sekana, on ne le présente plus parce que si dans ce pays, il y a eu quand même un effort pour que les élus puissent payer aussi l'impôt, pour que l'argent de l'État rentre dans les filières du trésor public, Jérôme est parmi les activistes. Il est aujourd'hui le patron d'un des plus grands réseaux des journalistes d'investigation, la toile d'araignée. Donc parfois la toile d'araignée est invisible, mais elle vous regarde, elle vous suit. Il est donc un homme redoutable parce que il est à la tête d'une armée. On appelle ça une armée de journalistes qui sont partout, qui savent tout, surtout en ce qui concerne les chiffres. Nous allons donc en parler ce soir. Pourquoi je les ai invités? Je vous ai dit, j'ai répondu à vos appels. Vous avez demandé que l'émission Espace républicain revienne. Mais c'est une grosse machine. Ça demande un appui presque de toute l'opinion publique, ça demande un appui de bonne volonté. Nous allons faire un autre effort pour pouvoir faire venir
des nouvelles têtes, de nouvelles intelligences, mais c'est à vous d'apprécier d'abord en suivant nos émissions. Alors, comme je le disais, l'Afrique, notre continent, en 2023, a été appelé dans plusieurs pays à avoir des élections. Nous allons d'abord suivre un petit élément que nous empruntons à nos confrères d'Africa News sur cette année 2023 qui est chargée d'élections et des enjeux politiques. Nous allons voir que certains pays ont été déjà signalés dès les débuts, mais les élections ont déjà eu lieu et il y a même des conflits post-électoraux que nous craignons chez nous ici. Suivons ces premiers éléments. L'année 2023 s'annonce avec une panoplie d'élections générales dont les premières et les plus attendues auront lieu au Nigeria dès le mois de février. Si le parti au pouvoir, le All Progressives Congress, et le principal parti d'opposition, le People's Democratic Party, sont des prétendants sérieux, cette élection peut réserver des surprises. Des candidats indépendants comme Peter Obi pourraient jouer les troubles fêtes car ils bénéficient du soutien de la vaste majorité des jeunes électeurs. On reste en Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone. Le président Julius Maada Bio est candidat à sa propre succession. Le scrutin présidentiel doit se tenir le 24 juin, en même temps que le second tour des élections des membres ordinaires du Parlement, ainsi que les représentants des conseils locaux. En novembre, une rixe avait éclaté au Parlement sur une modification du système électoral pour les élections législatives et municipales. Un changement qui ne s'appliquera pas à la présidentielle. Cap sur le Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a appelé en novembre dernier dans le Parlement flambant neuf offert par la Chine à des élections apaisées, libres et démocratiques. La commission électorale n'a pas communiqué la date précise de ces échéances, mais a révélé qu'elles se tiendraient entre juillet et août 2023. Au Libéria, la coalition au pouvoir a décidé de reconduire le duo sortant, le président George Weah et sa vice-présidente Jewel Howard Taylor. Dans le même temps, l'opposition, le Collaborating Political Party, avec à sa tête Alexander Cummings, organise régulièrement des manifestations contre le pouvoir et veut défier le président George Weah aux élections prévues en octobre 2023. Les membres du Parti démocratique gabonais ont plébiscité la candidature d'Ali Bongo aux élections générales prévues en 2023. L'opposition diminuée par plusieurs années de règne de la famille Bongo tente de s'organiser. En RDC, la course à la présidentielle est engagée et sera âprement disputée en décembre 2023. Le président Félix Tshisekedi ne cache pas son intention de briguer un autre mandat après celui très controversé de 2019. Du côté des opposants, la liste s'est allongée. En plus de Martin Fayulu qui continue de revendiquer la victoire au scrutin de 2018, est venu s'ajouter Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, dont le parti Ensemble pour la République appartenait pourtant à l'Union sacrée. Voilà, nous revenons sur ce plateau, juste pour vous dire que les élections en Afrique, ce n'est pas une petite chose. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à Freddy Moulumba. Les élections en RDC, c'est prévu pour décembre. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de ces processus? Oui, je pense que ce qui va se passer à la fin de l'année, donc les élections qui vont se passer à la fin de l'année, moi j'ai fait une lecture autre. Ce n'est pas l'élection du président de la République, c'est la survie de la nation. On négocie mal, le Congo disparaît. Donc il faudrait qu'à notre niveau, intellectuel, politique, religieux, qu'on prenne conscience. Parce qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé en 2018. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Genève. Est-ce que ceux qui étaient à Genève ont baissé les bras? Pas baissé les bras. Donc je peux dire que c'est le match retour. Ceux qui ont perdu en 2019-2018 veulent gagner. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les candidats qu'on nous présente ici. C'est toutes ces forces financières, économiques, toutes ces multinationales qui veulent avoir la main sur le Congo, qui veulent avoir les comptes sur le Congo. Donc ces élections, si on les négocie mal, si on ne joue pas les francs jeux, si on ne s'organise pas, si on n'organise pas notre peuple, je ne suis pas comme à Bécholet, nous risquons de regretter. Ça signifie que le moment est arrivé de mobiliser notre peuple. Parce qu'après ces élections, mettez-vous en tête, le combat sera dur.
Nous sommes un pays trop riche. On a tout. Tout le monde nous envie. Nous sommes un enjeu aujourd'hui sur le plan géopolitique. Vous avez la Chine d'un côté et l'Occident l'Amérique de l'autre. Ils s'affrontent chez nous. Donc il faudrait normalement qu'au niveau des élites congolaises, de la classe politique, qu'on devienne un peu sage, savoir préserver les intérêts de la patrie, savoir qu'il faut mettre le Congo au-dessus de tout. Mais malheureusement, la plupart des hommes politiques que nous avons, ce sont des commissionnaires. Voilà la question du Congo qui se complique, à ce niveau-là. Parce que si réellement on était tous Congolais, on aimait ce pays, on allait trouver un compromis. Mais quand vous prenez notre histoire depuis 60 jusqu'à ces jours, les compromis étaient impossibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des mains noires qui tirent des ficelles. Donc, il faudrait que nous prenions conscience qu'on sauve le pays. Très bien, Freddy. Jérôme Sekana, la question est des débuts. La lecture que vous faites de ce processus, Freddy lui dit que nous devons très bien négocier parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'alternance à la tête du pays ou dans les différentes institutions de la République. Ce qui est en jeu, c'est la survie même de notre État. Très bien. Moi, je suis un tout petit peu optimiste et non pessimiste. Mais comment optimiste et pessimiste? Je suis optimiste et non pessimiste. Ah, d'accord. C'est ce que je venais de dire. Laissez-moi d'abord vous féliciter, mon ami de tous les temps, Willy Kalengai. Je suis agréablement surpris. C'est la première fois que j'entre en ce studio. Voilà pourquoi je ne dois pas me taire avant de m'exprimer. Félicitations, parce qu'on sent qu'il y a la touche professionnelle. C'est pour cette raison, nous le disons à toutes les occasions, on ne remet pas les bistouris à un menuisier pour faire la césarienne et déplorer les dégâts par après. Les bistouris, on les remet entre les mains d'un gynécologue, d'un chirurgien, parce qu'il ne va pas confondre les fœtus avec la planche. C'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Je ne peux que vous souhaiter bon vent. Merci beaucoup. Allez plus loin, mon ami. Montez sur Canal Sat et faites des merveilles. Merci. Par rapport à l'appel qui vous a été lancé par les auditeurs, si je suis venu en courant, c'est parce qu'il m'a parlé de vous. Et je dois vous garantir que lorsqu'il m'appelle, je ne réfléchis pas. Je laisse tout tomber, je cours vite. Parce que l'Espace républicain était devenu toute une institution. Nous avons influencé des grandes décisions dans ces pays. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, aux commandes, on ne voit pas parfois certaines erreurs qu'on commet. Il faut que ceux qui observent de l'extérieur et qui n'ont pas d'intérêt, ceux qui regardent les choses avec un œil d'observateur désintéressé, peuvent vous prodiguer comme des sages conseils. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Maintenant, venons-en à la question. En commençant cette intervention, j'ai dit que j'étais plus ou moins optimiste, dans la mesure où il y a des signaux qui ne trompent pas. Le premier signal, c'est que, en dépit de la conjoncture économique mondiale morose, eh bien, le gouvernement est en train de mettre la main à la poche. Vous savez, certaines multinationales, certains politiques au niveau international pensaient nous piéger au niveau de l'organisation des élections en disant comme en 2018, l'histoire se répète, il faut féliciter, en 2018, nous avons nous-mêmes, le Trésor public congolais a financé la totalité du budget des élections. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et vous voyez certaines personnalités sortir du bois pour venir dire, écoutez, nous pouvons vous aider, alors qu'au début de l'année, ils ne disaient pas ça. Deuxième signal, vous n'avez qu'à voir comment il y a un balai diplomatique. Au moment où nous parlons, William, il y a toute une forte délégation des députés français qui sont ici. Et des Américains. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Ils nous disent, écoutez, nous avons compris que ce qui se passe à l'Est, c'est très important pour votre pays. Nous allons organiser une conférence et nous allons trouver des solutions. Nous allons sanctionner. Alors que depuis des mois et des années, nous demandons à ce que la communauté internationale sanctionne. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Le problème, c'est que avec la situation, la guerre
qui se passe au niveau de la Russie et l'Ukraine, la cartographie du monde est en train de se dessiner. Et un autre élément très important, c'est BRICS, qui est en train de prendre forme. Il y a eu le sommet des BRICS en Afrique du Sud. Le chef de l'État a bien fait d'envoyer le Premier ministre, comme il vient de faire encore bien, d'envoyer le Premier ministre à Nairobi pour le sommet du climat. Tout le monde avait le regard tourné, ils se disent, mais écoutez, la RDC va pencher de quel côté? Est-ce que la RDC sera avec nous, l'Union européenne et les États-Unis, ou la RDC va aller du côté de la Russie, de la Chine, surtout que le président venait d'une mission capitale en Chine, où même certains politiques français ont reproché au président Macron de ne s'être pas bien comporté avec la République démocratique du Congo, parce que la France est en train de perdre la RDC comme elle est en train de perdre les pays francophones en Afrique de l'Ouest. Donc là, ce sont des indices. Maintenant, venons-en à l'intérieur du pays. Comme d'habitude, on sait très bien que, bon, il y a toujours des tireurs de ficelles. Il n'y a rien pour rien, y compris au niveau de nos clergés. Et c'est là où ça fait mal. Ils ne mettent pas tous sur la même longueur d'onde. Vous avez les canotins avec les protestants d'un côté, vous avez les églises du réveil de l'autre côté. Quand vous les suivez à travers le média, tous ils passent sur Top Congo, je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas chez toi, il fallait qu'ils viennent également ici. Vous sentez qu'il y a des positionnements, parfois qui ne servent pas la patrie. Tout le monde vient au nom de la patrie. Les uns ont commencé à dire, non, pas question du président de la CENI, Kadima. Et pourtant, quand on a checké tous les CV de tous les candidats, c'était le CV le meilleur. Et par après, non, ce n'est plus votre CV qui nous intéresse, vous restez là où vous êtes, mais attention, nous voulons auditer les fichiers. Et les autres disent, il n'y a pas d'audité, il n'y a rien à auditer. Tout ça, et il y a des tensions, même du côté de la justice. Matata Pognon qui s'est dit sacrifié, parce que là on cherche les poux sur la tête d'un chauve, il commence à devenir chauve. on instrumentalise la justice, sinon n'eût été le fait que lui il est candidat à la présidentielle, il n'allait pas être malmené comme ça. Et lui, téméraire qu'il est, il a quitté son Kindu natal pour venir affronter la justice. Là il faut suivre de très près ce qui va se passer. Mais il faut également regarder du côté du Parlement avec la loi Tchani. La loi Tchani... Est-ce qu'elle est inscrite? Elle est inscrite, lui-même est passé dans les médias ces derniers mois. Il n'est pas un député. Pour dire que des pères et des mères, c'est le moment. Donc tout ça, nous n'avons rien à négliger, William. Et ça fait que ça crée un climat de nous n'avons rien à négliger. Vous avez raison de le dire. D'autant plus que, regardez ce qui s'est passé. Parce que nous sommes des analystes, nous sommes des journalistes, nous croisons les faits. Regardez ce qui s'est passé à l'Est, notamment la tuerie. On nous a présenté 7 morts alors que c'est 46, ainsi de suite. Or, derrière, il y a le Rwanda. Donc, le Rwanda n'a pas encore désarmé. Donc, que ce soit nos voisins, notamment les Rwandais, ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait la paix ici. Les multinationales voudraient que nous vivions dans le désordre, de sorte qu'ils viennent piller calmement pendant que nous entretuons et ils pillent. Mais je pense que nous avons de la hauteur. Et il y a la chance, et c'est pour cette raison que je dis, parce que nous voulons financer nous-mêmes des élections. Et parce que nous voulons nous-mêmes dialoguer, même s'il n'y a pas un dialogue formel qui doit être convoqué. C'est le moment où tous les sages doivent approcher les uns et les autres, pour que nous puissions émettre tous sur la même longueur d'onde, afin de filmer le calumet de la paix et organiser des bonnes élections transparentes, en tout cas, démocratiques. Merci Jérôme. Au 20 décembre 2020. Jérôme est là, vous savez, Jérôme... C'est une machine à parler, comme il a de la matière. La question donc, comment restaurer la confiance autour des élections? Voilà. Cette question est importante et on ne répondrait pas directement sur ce plateau. Nous allons recourir à Espace Républicain, voilà. Parce qu'il y a quelques années, nous étions dans la même situation.
avant les élections de 2018, il y avait des prises de parti, des suspicions, les uns suspectant les autres. Alors j'appelle ici un autre républicain qui n'est pas avec nous, qui aurait été avec nous ce soir, mais j'espère que Dieu va l'aider beaucoup pour qu'il puisse sortir de la petite situation dans laquelle il est. Je voudrais donc qu'on suive un peu un extrait. Il y a 6 ans, nous posons la même question à José Nawej, éditeur du journal Forum des As. Forum des As. Le républicain José Nawej avait répondu, il est vrai que vous allez décontextualiser et revenir un peu. Il parlait à l'époque, nous étions dans le processus passé. Mais rien ne change. Si les hommes ne changent pas de stratégie, les mêmes faits produisent les mêmes effets. Suivons José Nawej. Oui, moi j'aimerais quand même prendre des libertés avec ton expression boule de cristal. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire dans les cas d'espèce d'être prestidigitateur, j'y arrive, pour lire l'avenir. Oui. L'avenir est dans les diagnostics de la situation actuelle. La difficulté que nous avons, je crois l'un d'entre nous l'a dit assez souvent, mais malheureusement on ne revient pas assez, c'est que vous savez, quand vous êtes malade, vous allez chez un médecin, le médecin vous examine d'abord, il fait son diagnostic, et le diagnostic appelle la thérapie ou la thérapeutique. C'est pareil. Mais c'est la même chose chez nous. La difficulté, c'est que nous ne voulons pas faire le vrai diagnostic. Il n'y a pas de boule de cristal ici, Willy. Il y a un problème. Il y a 2 camps politiques, pour faire court, même si là-dedans, il y a, etc. Ces 2 camps politiques, ce n'est pas par l'idéologie, c'est par la conquête du pouvoir. Parce que chez nous ici, c'est soit dit en passant, vous savez, il y a eu l'international socialiste aux États-Unis, c'était amusant de voir que l'UDPS et le PALU étaient là comme dans l'international socialiste. Or, l'UDPS et le PALU, chez nous, c'est 2 grands adversaires. Pour vous dire que l'idéologie a très peu de place dans notre combat ici. C'est un combat de positionnement. Disons les choses très simplement. Vous avez un groupe qui est au pouvoir, un autre qui est dans l'opposition. Vous avez un pays où les acteurs politiques vivent du degré de connexion, du degré de leur connexion par rapport à l'appareil d'État. Ceux qui sont dans l'opposition veulent venir au pouvoir parce qu'ils estiment que pour aller aux élections, il faut un peu d'argent. J'ai dit des choses, tu as dit, il n'y a pas de langue de bois, c'est ça. Je dois être au pouvoir, moi aussi, pour me faire une cagnotte. C'est ça le fond du problème. Donc nous avons 2 camps qui se battent, les uns pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible, les autres pour y accéder. Pas de manière classique comme ailleurs, mais ici chez nous, le curseur est mis sur l'équation personnelle des dirigeants. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on tente toujours de faire. Ça signifie qu'il faut à nouveau créer les conditions d'un nouveau consensus. Il ne faut pas avoir peur de mots, parce que même pour aller aux élections aujourd'hui, les commandes que les acteurs se retrouvent. Quand les acteurs se retrouvent, c'est pour un consensus. Si nous voulons faire les élections en décembre, nous tous, on aimerait bien que ce soit en décembre, même si la réalité est telle qu'il y a moins de probabilités pour que ça se tienne en décembre. Mais il faudrait que les acteurs politiques se retrouvent, créent un consensus pour comment... C'est ça le débat. Donc il n'y a pas matière à boule de cristal, premièrement. Donc aujourd'hui, je crois que le terme n'est pas galvaudé. Encore une fois, on peut en appeler à la race d'hommes d'État. Il y en a peu, c'est vrai, ici chez nous. Il y a une expression qu'on attribue souvent à Churchill, mais ce n'est pas vraiment Churchill, c'est un Américain, un auteur américain, c'est quoi? C'est James Freeman Clarke, qui dit qu'un homme d'État est celui qui pense à la génération future, à la prochaine génération. Un politicien, c'est celui qui pense à la prochaine élection. Mais ici, chez nous, ce n'est pas la prochaine élection. On pense très souvent à son propre ventre, à son équation individuelle. Donc, ici, aujourd'hui, on a besoin d'hommes d'État, Willy. Pourquoi? Parce que les passions sont telles que nous risquons à vouloir faire croire aux populations que les élections doivent à tout prix se tenir. Si elles ne se tiennent pas et que le pays brûle, demain, il n'y aura plus d'élection du tout. Donc, pour répondre à votre question, Willy, ce consensus passe par une espèce de dialogue, on peut appeler comme on veut, en tout cas, une espèce de concertation entre le peu d'hommes d'État qu'on peut trouver au sein du rassemblement et le peu... Voilà. C'est comme s'il parlait ici, mais c'est fait 6 ans, il y a 6 ans. Fantastique. Je crois 5 ans que nous étions en train de parler
de cela. José Naoué, évidemment, évoqué, et évidemment, ce qu'il y a eu, vous connaissez la suite. Il y a eu effectivement concertation. Effectivement, il y a eu la première passation de pouvoir pacifique, en tout cas de notre pays. Les hommes politiques, ils parlent de la race rare des hommes d'État, ont quand même su entendre ces différents éléments. Avant que je ne donne la parole à mes deux invités, je vais aussi revenir à un autre républicain. Sur la même question, comme ça nous épuisons son témoignage, et puis Freddy va réagir, parce que j'aimerais quand même qu'il puisse prendre les deuxièmes républicains, qui est heureusement pour nous sur ce plateau, Jérôme Sekana. Jérôme Sekana, la même question, il y avait répondu, mais de sa manière. Suivons Jérôme Sekana. Je vais dire ceci, exactement en soutenant ce que venait de dire Bruno, en ce qui concerne la tripartite au sein de la CENI, mais il faudra également faire en sorte que, parce que nous avons constaté comment le RASOP a boudé d'aller signer le texte des arrangements particuliers, parce que selon les RASOP, il y avait tripatouillage. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous attendons à l'installation, bien sûr, du CENSA. Et je suis convaincu que les gens du RASOP n'iront pas là-bas. Tout simplement parce qu'ils disent que, bon, le chef de l'État a donné mandat aux deux présidents de nos deux chambres qui doivent présider ça et ils n'iront pas là-bas. Alors, c'est que moi, je veux plutôt demander à nos compatriotes qui sont du côté du RASOP de pouvoir mettre un peu d'eau dans leur vin. Comment ? Tout simplement parce qu'il est évident que si on ne termine pas le recensement, donc l'enregistrement l'enrôlement plutôt des électeurs dans le Grand Kasaï, on ne va pas aller aux élections. Or, au jour d'aujourd'hui, au regard de tout ce qui s'est passé, nos amis d'Irasop disent que non, en tout cas, les deadlines, c'est les 31 juillet. Les 31 décembre. C'est décembre qu'ils brandissent. Alors, moi, ce que je suggérerais comme solution, pour les amener, parce que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent tout faire pour les faire venir, ils ne viendront pas. Alors, j'ai dit, bon, au cas où, il y a deux solutions. Si le président de l'Assemblée nationale et du Sénat arrivent à mettre sur pied le CENSA, parce que ça va arriver, je demanderai à nos compatriotes du CENSA, plutôt du RASOP, d'accepter de mettre un peu d'eau dans leur vin et d'accepter la décision qui sortira de la concertation CENI, gouvernement, et pourvu que nous puissions aller aux élections dans la paix. Deuxième chose, s'il pouvait être possible également pour que le chef de l'État accepte de redonner la mission de la recherche de consensus à la CENCO, parce que je sais très bien que même si les amis d'Irasop ne sont pas partie prenante dans le CENSA, s'ils sont invités au niveau de la CENCO, ils peuvent se déplacer. Ainsi, on peut obtenir un consensus et nous pouvons prétendre que, voilà, il y a un certain consensus qui peut nous amener aux élections apaisées. Donc ça, c'est une autre solution et qui est faisable. Parce que je ne pense pas, quand bien même les opposants disent que non, le 31, mais si on n'a pas le fichier, si on n'a pas terminé les élections, plutôt l'enrôlement dans les Grands Kasaï, ça sera pratiquement impossible. Qu'on ne brûle pas le pays parce qu'il n'y a pas. Voilà. Jérôme Sekana avait été entendu parce que la CENCO, à l'époque, avait convoqué un certain nombre d'acteurs politiques et les CENSA avaient été mis en place, aujourd'hui dirigés par Olingankoy Joseph. Voilà, c'est comme ça que je comprends votre désir de revoir l'espace républicain remonter. Parce que nous ne parlions pas en vain. Parce que ce que nous disons parfois quand c'est entendu et c'est fait. Donc voilà ce que Jérôme Sekana avait dit la fois passée. Ça a été suivi. Mais aujourd'hui, Freddy Moulumba, nous voyons cette même, la CENCO, dans une posture totalement différente. Et nous voyons aussi les prises de position, par exemple, de Monseigneur Chollet, qui sont contredites par l'abbé François Kabasele. Comme si, aujourd'hui, l'Église catholique, sinon la partie qui a décidé de s'exprimer, ne prenait pas en compte l'impact que peuvent avoir ces paroles sur la stabilité du pays. Oui, Willy, je suis très inquiet de voir qu'on n'a pas tiré aucune leçon de l'histoire.
Quand vous parlez de M. l'abbé Chollet, on a tendance à oublier. Il est aussi Monseigneur maintenant. Monseigneur Chollet. On a tendance à oublier qu'il était M. l'abbé en 2018. C'est lui qui avait dit qu'ils avaient déjà les candidats, c'est lui qui avait gagné les élections. Alors que ce n'était pas la CENI. On voit aujourd'hui M. l'abbé revient encore avec le même discours. Dans l'émission qu'il a faite avec notre confrère Loussa Kweno, mais on ne dirait pas que M. l'abbé, le Monseigneur, c'est un évêque. On dirait que c'est un politique qui parle. D'abord, son discours sur la CENI. Il dit qu'il y a une tribu qui a tout. Il contrôle la CENI, contrôle la... comment on appelle ici la vice-primature de l'intérieur et aussi les finances. Donc il a repris les discours des hommes politiques. Deuxième élément, il a parlé de la révolution. Il pense que si on ne respecte pas ce qu'ils disent, si la CENI ne respecte pas ce qu'ils disent, donc il y aura une révolution quelque part au Congo. Troisième élément, il a parlé, je dirais un peu, pas d'un coup d'État, d'un leader courageux qui peut profiter du désordre pour prendre le pouvoir. Un autre élément, il a parlé du report des élections. Il dit non, on peut discuter, donc c'est là le cas de consensus pour qu'on reporte des élections. Il a parlé plutôt d'un petit glissement. Oui, c'est le glissement, on va reporter. Et puis à la fin, il dit, nous risquons de connaître une crise qui peut mettre, qu'on va regretter, dont le pays va regretter à la fin. Donc moi j'ai dit que ce que M. l'abbé Chollet dit, il faut prendre ça au sérieux. Vous savez pourquoi? Vous avez suivi dans tous ces pays francophones, il y a des coups d'État, il y a des gens qui sont élus, on les écarte. Est-ce que M. l'abbé Chollet n'est pas dans cette logique? On attend de parler. Quand je vous dis que je suis très inquiet, c'est par rapport à l'histoire. Ce qui s'est passé en Ukraine en 2013-2014. Il y avait un chef d'État qui avait gagné les élections d'une manière un peu correcte. Mais on a monté un coup à la place Maïdan avec la madame qui est passée ici, Victoria Nuland, qui était sur place. Et le président a fui, il est parti se réfugier en Russie. Alors qu'il était élu. Ça, moi, je suis inquiet. Est-ce que ce n'est pas un projet qui est porté déjà? Je viens de vous dire ici que c'était un match retour. Le premier match, c'était Cash qui a gagné. Maintenant, quand vous regardez de plus près, les globalistes sont présents. Ces gens qui changent de régime. Ils veulent avoir les leurs à la tête du pays. N'oubliez pas que pour que le président Tshisekedi soit reconnu, ça n'a pas été facile. Il faut faire appel à l'histoire. Mais M. Kagame a fait même une déclaration. Attendez à Kinshasa, attendez, il ne faut pas proclamer Tshisekedi comme président par la Cour constitutionnelle. J'arrive. Ni t'étais notre peuple, ni t'étais la SADC. Aujourd'hui, nous serons dans un chaos. Donc, ce qui se joue ici, si nous ne faisons pas beaucoup d'attention, le pays va éclater. Ça signifie qu'il faut préparer notre peuple à résister. Donc, M. l'abbé Chollet joue un jeu dangereux. L'histoire pourra le condamner. Mais nous qui voyons pas plus loin, il faut aider notre peuple à se prendre en charge. C'est que se joue ici, c'est la deuxième indépendance. Nos minéraux, nos richesses sont sous contrôle des multinationales. On n'a aucune banque congolaise ici. On vote des lois au Parlement pour vendre toutes les terres. Donc c'est une sorte de récolonisation qui se met en place. Donc c'est aux Congolais, aux gens qui comprennent, de préparer notre jeunesse, notre peuple. Parce que ce qui est possible, que le président Tshisekedi soit élu, que les pays prennent feu. Et là, nos amis occidentaux, globalistes, sont prêts. Il faut les écouter. Ça, moi, j'ai dit, il faut beaucoup plus de sagesse dans notre classe politique. Parce que la classe politique ici ne voit que des petits postes pour manger. Ils ne voient pas à long terme, nos enfants seront dans quel pays? Est-ce que nous sommes obligés de devenir encore comme des esclaves des autres?
Freddy Mulumba, avant que Jérôme Sekana ne prenne la parole, comment peut-on arriver à la cohésion nationale avec une classe politique qui n'a pas une bonne lecture des enjeux? Quelqu'un va répondre. Ce n'est pas vous maintenant, mais c'est vous il y a 5-6 ans. Cette question, je vous l'avais posée il y a 5-6 ans. Et comme je vous disais que l'espace républicain nous permettait de nourrir la mémoire historique, d'avoir une continuité de la pensée. Parce que des hommes de pensée ne se contredisent pas dans leur analyse. Donc, suivons la réponse que Freddy Mulumba avait donnée il y a 6 ans. Le premier combat, la première chose à faire, c'est se battre pour l'imaginaire. Notre imaginaire est infecté. Nous avons un imaginaire des gens perdants. Je vous prends un exemple au Kasaï occidental, chez moi. Il y a un langage, donc des paroles en Tchoulouba, là on vous dit donc c'est important, il faut traduire en français. La manière dont nous devons partir là, ça fait depuis très longtemps. Donc c'est notre nature. Notre nature. Donc les gens n'ont plus de vision, n'ont plus d'espoir. Donc il faut travailler sur ça. Il faudrait, c'est le travail, j'ai dit, le problème ici, on a laissé l'espace médiatique dans les mains des politiciens. Il faut que les intellectuels de tout le monde participent au débat pour construire un nouveau imaginaire afin que les Congolais se sentent chez eux, avoir la fierté. Ça nous manque beaucoup. Deuxième chose, quand vous partez dans le langage de tous les jours, quotidien, on vous dit bloc à l'État, Mboula Matari. C'est symbolique, c'est significatif. Ça signifie quoi? Cet État est étranger à la société. Ce qui fait que ceux qui accèdent se mettent dans les poches. Parce que l'État est étranger. Alors il faut s'en servent. Oui. Le plus vite possible. Exact. Ce qui reste de l'autre côté développe ce qu'on appelle l'informel. Il ne paie pas l'impôt. Quand on paie l'impôt est là, il fuit. Pour ailleurs, payer l'impôt, c'est une fierté. Donc il y a un travail à faire, je dis, c'est sur le plan imaginaire. Donc il faut réinventer un imaginaire congolais. Je vous en prie, José. Oui, pour aller... Voilà, ça c'est Freddy Mulumba, qui d'ailleurs lui-même avait oublié un peu cette pensée-là. Ça veut dire que, comme nous dormons par terre là, ça c'est nous. Et pourtant on peut progresser, on peut avoir un matelas, on peut avoir un lit, on peut avoir une maison, on peut progresser. Je vais encore retenir mes deux interlocuteurs pour continuer à interroger l'histoire. Parce que l'histoire est importante. L'histoire que nous-mêmes nous faisons, celle que nous disons est importante. Freddy Mulumba s'est demandé, l'imaginaire collectif n'est pas alimenté. Est infecté. Est infecté. Et l'État congolais est perçu comme étranger, Mboula Matari. Et donc, c'est des choses que de l'État, c'est des choses que l'on vole à l'étranger. Hein, parce que l'État n'est pas nous. Et la question a été posée à l'époque. Comment nous construisons la République? Parce qu'en fait, c'est cela. Comment nous allons construire la République? Est-ce qu'elle ne nous est pas tombée sur la tête comme l'État lui-même a été construit par des volontés étrangères? J'ai fait venir un autre républicain. Je ne sais pas où il est ce soir, mais c'est quelqu'un que vous avez peut-être oublié, mais qui est là. Je fais venir Joachim Diana. Il va répondre à la question. Joachim Diana. La République n'existe pas. Le débat que nous menons ici risque d'être vain. Mais il y a une certaine vérité là-dedans, c'est que la République nous est tombée sur la tête. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête dont on ne sait pas comment s'en servir. Vous savez, un film là où un pilote passe dans le désert de Kalahari, jette une bouteille de coca. Oui, la bouteille tombe dans le village, les gens du village ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il y en a qui voulaient l'utiliser pour puiser de l'eau, il y en a d'autres qui voulaient l'utiliser comme pour piler les racines, pour manger. Donc, chacun donne à cette bouteille l'usage selon ses propres besoins. Voilà la République qui nous est tombée sur la tête, à laquelle nous n'étions pas préparés. Chacun veut l'utiliser à sa guise. Et c'est pourquoi on ne peut pas s'entendre lorsqu'on n'a pas d'abord une compréhension de ce que cette République pour nous. Alors, c'est vous allez vous rendre compte que cette République nous est tombée la tête par Léopold II, à partir de 1885. Et pendant toute cette période, Léopold II n'avait pas besoin de nous apprendre que nous étions une République. Ce n'était pas à son intérêt.
et nous retombons dans la colonisation. La colonisation n'avait pas non plus besoin de nous dire vous êtes une république, voici les droits. Non, parce que c'était dans son intérêt que nous soyons des amas de muscles pour travailler pour la prospérité de la colonie, de la métropole. Et normalement, on devrait commencer à travailler lorsque, en 1960, nous sommes nous-mêmes. Mais on n'a pas travaillé. On n'y a pas travaillé. Disons que le gouvernement qui est issu n'a fait que 2 mois. Et puis après sont arrivés les prédateurs, qui eux aussi, comme des Belges, n'avaient pas besoin de nous apprendre que nous étions une république. Nous sommes entrés dans le parti-État qui n'avait pas besoin de nous apprendre que nous étions une république, que la république c'était, un père était la nation congolaise organisée politiquement. C'est déjà une négation de toute une république. Et voilà, en 2006, après Saint-Cyr, où nous sommes allés construire un nouvel ordre politique, au lieu que les gens reviennent à la République, non, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait quelque chose pour nous apprendre ça, c'est-à-dire les partis politiques. Et les partis politiques ne sont pas dans le jeu de former la conscience républicaine des gens. Justement, c'est ça le problème. Merci Joachim Diana. Nous avons là une matière. C'est une matière que vous avez construite tout au long de ces 3 années. Et vous voyez que d'une certaine manière, nous sommes encore bel et bien dans ces débats-là. Alors je reviens donc à Jérôme Sekana pour son ressenti. Vous savez, vous éveillez en moi beaucoup de souvenirs. Oui. C'est ça la magie de la télé. Et j'adore ça. Et vous avez dit quelque chose de très important ici en disant que un penseur ne se contredit pas, quel que soit les temps. Et je suis fier de nous quand je suis cette constance. Tous ces extraits qui viennent de passer sont actuels. Et quand vous les transposez dans les contextes actuels, ça donne les mêmes effets de compréhension. Alors, ici, la recette magique reste le consensus. Il n'y en a pas deux. Mais pour y parvenir, nous devons recourir à des formules qui ont déjà fait ses preuves par le passé. Quand vous regardez notre histoire, seuls les colonisateurs n'avaient pas maille à partir avec les religieux. Seuls. Mais nos pères fondateurs, quand vous écoutez Lumumba, c'est terrible. C'est terrible. Quand vous écoutez Mobutu, c'est encore pire. Jusqu'à aujourd'hui. Mais curieusement, la plupart des solutions de ce pays passent par les mêmes religieux. La Conférence nationale souveraine, on est allé à Sun City, la plupart des fois, même en 2018. Donc, il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre. C'est que lorsque l'intérêt supérieur de la nation est mis en jeu, nous devons recourir à des formules qui payent. Mais ces formules-là, nous pouvons recourir à cette formule en 2 temps. Premièrement, le premier acteur qui doit jouer le jeu, c'est le président de la République. En tant que garant de la nation, il doit être au-dessus de la mêlée. Au moment où je vous parle, il y a une fracture au sein de nos pères spirituels. Il faut d'abord recoller les morceaux à ces niveaux-là. Il faut les approcher. J'ai beaucoup aimé. Le président de la République, vous ne le savez peut-être pas, est en train de travailler pour la réunification de l'église kimbanguiste. Le président de la République est en train de travailler pour que les deux tendances des musulmans, ils sont déjà ensemble. Vous comprenez ça? Et dans cette même logique-là, je souhaite que, comme il y a 2 camps qui se sont dessinés, d'un côté vous avez les calotins, les catholiques avec les protestants, et de l'autre vous avez les églises du réveil, il faut mettre tout le monde ensemble. Seul ce père spirituel, une fois qu'il aura réussi ça, même à 1 mois des élections, même à 2 mois des élections, ils sont capables de mettre tout le monde autour d'une table et de trouver un consensus. Mais attention, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il faut éviter de brûler la maison. Il y a des sujets qui fâchent. Il y a des thématiques qui peuvent mettre le feu aux poudres. Il faudra y aller mollo mollo. Donc pour moi, je suis encore optimiste. Et comme nous avons les moyens, et je vois que
les multinationales, quand vous voyez les Occidentaux battre le pavé, venir ici, et il y a un balai diplomatique comme celui que nous vivons maintenant, dites-vous qu'ils sont mandatés par les multinationales. Merci. Les multinationales. Attends, je vais terminer. Les multinationales sont derrière. Ne vous en faites pas. Alors, ne tombons pas dans les panneaux. Nous voyons le piège. Chez moi, on dit ceci, dans ma langue, qu'est-ce que cela veut dire? La gazelle a vécu longtemps en forêt à cause de sa sagesse. La gazelle, quand elle se promène, elle photographie son environnement. Lorsqu'elle constate que là où elle est passée, il n'y avait pas une très grande ouverture. C'est comme si on est en train de mettre des feuilles pour l'obliger à passer à un certain endroit. Moi, j'étais de passage ici, je n'avais pas vu ça. Donc, il le contourne. Et en contournant, il évite il faut répéter la phrase en langue. En langue, on dit Kase siabi kiramomo kundane manya. Cela veut dire que la gazelle, c'est un Kisongola. Ah, d'accord. Cela veut dire que la gazelle a vécu longtemps en forêt à cause de sa sagesse. Il n'est pas fort, il court vite, mais c'est son attention, c'est sa concentration, le fait d'observer son environnement qui lui permet d'éviter les pièges. Il peut venir en courant, quand il constate ce qu'il n'a pas vu, ici il y a un piège. Allez. Il écoute son sixième sens. Notre sixième sens est en train de crier maintenant. Merci et appelle au consensus. Nous allons vous appeler tout à l'heure dans les passés. Parce que vous avez dit quelque chose dans les passés. Mais c'est en attendant d'abord, quel est le challenge qui nous attend? Cette question, je l'avais posée à José Nawej à l'époque. Et José Nawej avait répondu. Suivons José Nawej. Il y a 5 ans. C'est qu'une fois... Eleanor Roosevelt avait dit, et je commence par là, il avait dit, les petits esprits parlent de gens, les esprits moyens discutent des événements, et les esprits supérieurs, donc les grands esprits, discutent des idées. Le problème, Freddy a commencé à le dire, plus nous discutons des idées, mieux c'est pour une société. Mais ces idées dont nous devons parler, c'est des idées qui questionnent notre existence. Ça veut dire, vous parliez d'appropriation de tous les plans. Mais tous ces plans, justement, se sont vécus comme des plans prêts à porter. On n'a plus besoin des solutions clés en main. On a besoin des solutions qui partent de notre tréfonds, qui partent de notre fort intérieur. Et de ce point de vue, parce que pour être concret, il y a un plan qui nous a été présenté, nous étions tous là. On nous a dit que ce plan partait des réalités du pays. Que les Coréens venaient comme pour coacher quelque chose, mais de foncièrement congolais. Une chose est d'élaborer un plan, une autre, et c'est le plus important, est de la démocratiser. C'est-à-dire de faire en sorte que ce plan-là soit dans l'espace public de discussion. Et c'est là, justement, qu'il y a beaucoup d'interactions qui surgissent. Dans un pays, les débats qui portent autour des idées, c'est de dire, nous, Congolais, où est-ce que nous sommes? Pourquoi nous sommes là? Que faire pour partir de là vers un ailleurs meilleur? C'est la question fondamentale. Mais si nous voulons que les autres définissent où nous sommes, et cela dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la démocratie. D'ailleurs, c'est le domaine principal. Nous devrions savoir, nous, définir la démocratie, ça veut dire quoi chez nous? Est-ce que nous avons besoin de quel type de société? Nous avons besoin de quel type de développement? Parce que le développement n'est pas le même selon que l'on est en Asie, en Afrique, et les Asiatiques nous ont donné la meilleure des illustrations parce qu'ils se sont développés sur base de leur réalité. Et donc, je crois, et Freddy a raison quand il cite le Camerounais, Fokam, il a raison en ceci, c'est que
Maintenant, le challenge essentiel pour nous, Congolais, je ne parle pas de politique, je parle des Congolais. Le challenge essentiel, c'est s'il y a un plan, comment nous l'approprier, comment l'échelonner dans la durée, comment le dépersonnaliser. Il ne faudrait pas que le plan renvoie à une personne. Il ne faudrait pas qu'un plan renvoie à un parti, à un groupement, etc. Un plan de développement doit concerner tout le monde. Vous savez, je vais m'arrêter là. Quand vous prenez les sociétés occidentales qui sont développées, mais c'est ça. Voilà, Jérôme Sekana, José Naoué vient de répondre. On va vers la fin de cette émission. Vous allez avoir la parole tout à l'heure pour conclure. Mais les challenges pour nous, est-ce que ce sont les élections à tout prix? À tout prix les élections? Cette question, je l'ai posée à Jérôme Sekana il y a 5 ans. Jérôme y avait répondu. Et aujourd'hui, il veut voir s'il va reprendre la même réponse, même si le contexte est différent, totalement différent. Mais suivons Jérôme pour terminer les extraits et puis nous allons conclure cette émission. Nous ne pouvons pas organiser les élections à tout prix, vu ce que nous avons vécu en 2006, vu ce que nous avons vécu en 2011. Par contre, on peut se poser des questions. Il y a bien sûr des litiges entre individus, entre partis politiques, que nous traînons, ce sont des casseroles, depuis 2006, et aux élections de 2006, de 2011. Et qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un spectacle où les politiciens se règlent les comptes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous souviendra, nous avions dit ici que la poignée des mains entre président Kabila et Tshisekedi pouvait décrisper la situation. Nous avions ajouté en disant que, écoute, avant qu'on aille aux élections, il faut que la classe, donc la société civile, et j'avais même cité les calotins, hein, j'avais même cité son excellence. Vous avez été entendu, hein? Voilà. Alors, ils sont vraiment impliqués, Jérôme. Voilà aujourd'hui ce que fait la Senko. Je félicite, j'ai rejoint mon ami, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de politiciens commencent à mettre un peu d'eau dans leur vin. Et c'est ça la bonne direction. Nous n'avons pas intérêt à pouvoir brûler ce pays. Il est l'unique que nous avons et nous sommes des héritiers. L'histoire nous jugera si c'est nous qui allons conduire ce pays à sa destruction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on a vu que Kodjo a fait un aller-retour. Il est au moment où nous parlons, à Brazzaville, il va rentrer. Il est en train de consulter. Kodjo, qui était récusé, a rencontré la Senko. Il en est sorti vraiment à la poitrine bombée. On a vu que la Senko est en train de parler et la tension est en train de baisser. Alors le problème c'est lequel? Bien sûr que le gouvernement a failli, appelons les chiens par son nom, pour n'avoir pas disponibilisé les moyens et organisé les élections dans les délais comme prévu. Mais au jour d'aujourd'hui aussi, l'opposition ne peut pas demander l'impossible au gouvernement tant qu'on n'a pas un fichier électoral. Il se pose bien sûr un problème de moyens, parce que quand vous posez la question à la CENI, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas tous les moyens à sa disposition. Les Occidentaux qui ont promis n'ont pas encore donné. Il y a seulement 3 millions de Canadiens qui viennent d'arriver. Donc, les problèmes demeurent entiers. Et voilà pourquoi nous nous disons, personnellement, ce que je peux conseiller, c'est que nous puissions, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les gens du pouvoir, nous devons émettre sur la même longueur d'onde en dialoguant à travers ce dialogue inclusif. C'est l'unique, comme les gens veulent bien l'appeler, c'est la voie royale, pour que nous puissions arriver à décanter la situation. Mais pour revenir, parce que vous avez dit quelque chose, je ne suis pas d'accord avec ça, en disant que les Occidentaux, bien sûr, les Occidentaux peuvent se jouer des... Nous revenons donc sur ce plateau. Ce que Jérôme disait à l'époque, c'était avant les élections de 2018. Effectivement, il y a eu cette poignée de main, et il a même été une poignée officielle, parce que le président Joseph Kabila avait salué Félix Tshisekedi comme son successeur. Cette poignée donc de main a eu lieu, et le combat qui a été mené pour qu'il n'y ait pas de déflagration du pays a été mené. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, à quelques mois seulement de la fin de cette mandature. Les risques d'une implosion
est là, nous venons de le dire, parce que les propos des uns et des autres ne sont pas des propos apaisants. Ici, on a cité Monseigneur Chollet, on a cité M. l'abbé Kabasele, c'est la même au niveau de l'Église catholique, les opinions ne sont pas les mêmes. Donc, chaque composante sociale se doit de s'organiser pour retrouver l'harmonie, afin que l'harmonie nationale générale puisse se retrouver. Les élections, ce n'est pas la fin du monde. Mais les élections, c'est un moment important dans la vie d'une nation. Alors, nous allons prendre Freddy pour les quelques conclusions de ce soir. Nous sommes donc, je vous le disais, nous avons fait un rappel historique parce que vous avez demandé que l'espace républicain revienne. Et vous avez vu que cet espace républicain n'était pas simplement un salon de conversation entre des gens vieillissants que nous sommes, mais c'était effectivement un lieu de discussion pointue où nous avions l'amour de notre patrie et la République comme étant le phare de nos actions. Aujourd'hui, je suis donc content d'avoir eu le républicain Freddy Mulumba, à qui je demande donc de donner sa conclusion de cette émission de ce soir. Oui, élection et stabilité. Oui, je peux dire ceci en tirant les leçons de l'histoire. Ceux qui demandent le consensus, qui demandent le dialogue aujourd'hui, c'est trop. L'environnement international ne les permet pas. Pour rappel, en 2018, Nikki Haley est venu ici, sous Trump. Il a rencontré le président Nanga. Il a fait une déclaration. Si vous ne faites pas les élections en 2018, c'est votre problème. Il faut écouter les Américains ce qu'ils disent. Tout le monde tient à ce qu'il y ait élection en 2023. On ne peut pas dépasser ça. Qu'on le veuille ou non. Nous faisons l'erreur de payer un plus. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire comprendre à tous ces politiciens, pour la plupart qui portent des masques, qui travaillent pour les intérêts étrangers, de faire un débat, donc de jouer calme sur table. Beaucoup touchent l'argent des étrangers. N'oubliez pas Glencore, n'oubliez pas d'autres multinationales, n'ont pas baissé les bras. Parce que l'enjeu ici, c'est avoir quelqu'un de l'air au pouvoir. Tant qu'il n'est pas là, ils ne sont pas d'accord. Ils feront par tous les moyens pour déstabiliser le Congo. Et n'oubliez pas, le début de la guerre de l'Afdel, ce n'était pas pour démocratiser le Congo, c'était pour les balkaniser. Donc il faut très vite construire un rapport de force intellectuel, militaire et politique. Ça signifie que d'abord, il faut que nos médias changent. Il y a des discussions de caniveaux, comme on dit, il y a des bas niveaux. Il faut élever un peu les débats intellectuels, mais il faut que notre armée soit capable de mettre l'ordre à l'Est. Personne ne viendra régler les problèmes de l'Est si nous ne le faisons pas. Et les gens attendent à ce qu'on soit incapable et qu'on divise le Congo et qu'on dise que les Congolais ne peuvent pas gérer un grand pays comme le nôtre. Donc, pour moi, pas de consensus, pas de dialogue, mais les gens peuvent se parler. La CENI est déjà très loin. Bientôt, il y aura élection. Tout est déjà fait. Je pense que le président vient de demander aux gens de poser une candidature. On ne va pas revenir encore en arrière. Donc, qu'on accepte ce qui est déjà fait. S'il y a un dialogue, c'est après les élections, pas avant. Merci, merci Freddy. Vous connaissez Freddy, il est fidèle à lui-même. Hein? Donc, sa posture radicale, il ne l'a pas changée. Et nous avons le droit de respecter, cette posture. Jérôme Sekana. William, je suis très ému. Vous avez failli me faire couler les larmes. Je me dis, nous avons fait quelque chose, nous avons beaucoup aidé ce pays. Et je suis convaincu que tout ce que nous disions donnait des résultats. Et certains politiques qui étaient un peu déboussolés se servaient de nous comme une boussole et arrivaient à des solutions. Ici, on n'a pas besoin d'un dialogue. Non. Le consensus peut se faire de plusieurs manières. Quand mon frère et ami dit qu'ils doivent se parler hors norme autour d'une table, c'est aussi ça, entre guillemets, le consensus. Ici, on ne peut pas faire marche arrière. C'est vrai, il y a le l'épée de Damoclès qui est suspendu sur la tête de la République démocratique du Congo. Si nous n'organisons pas des élections, les multinationales sont à la commande, aux commandes de tout ça.
Mais je voudrais vous dire une chose, ça n'arrivera pas parce que nous sommes un pays uni. Même notre armée, d'ici la fin de l'année, aura 25 000 hommes qui vont être prêts à défendre, en plus de tout ce que nous avons. Notre armée est montée en puissance. Et il y a des choses qui se préparent même à l'Est. Même sur le plan militaire, les multinationales ont donné plus de 500 millions de dollars pour que Goma tombe, Goma ne va pas. Ça, je vous l'ai dit, évitez de ça. Donc, en guise de conclusion, la formule que nous sommes en train de préconiser ici doit être d'application. Il faut un consensus, il faut que les grands esprits se parlent. Il faut faire en sorte que le pays n'implose pas. Je peux vous dire également que même du point de vue financier, il y a un gap. Tout n'est pas encore décaissé. Mais il y a quelque chose qui s'est fait, notamment du côté de la DGI, étant donné que le secteur minier, c'est là où il y a, le gros des recettes. Sur les 70 sociétés minières, leur chiffre d'affaires, c'est 33 milliards de dollars. La DGI est en train de faire des redressements. Je pense qu'on va combler les gaps. Donc, je vous félicite, mon ami, et je ne suis pas complaisant. Ce que vous venez de faire, tous les confrères qui ne sont pas avec nous ici, viennent de s'exprimer. Cette émission, moi, ce que je peux dire, monsieur le ministre Mouyaya, ce genre d'émission ne court pas les rues. Ces genres d'émissions, ce sont des émissions que vous, le ministre de la Communication et des Médias, vous prenez, vous diffusez sur toutes les chaînes. Ces genres d'émissions, vous donnez l'ordre à la RTNC que cette émission passe là. Parce que nous ne mettons pas des gants, nous sommes des vrais patriotes. Personne parmi nous n'est corruptible. Les multinationales ont tout fait, ne nous ont jamais corrompus. Donc, le message que j'adresse ici, William, je vous félicite pour ça. Je veux que les républicains, tous les républicains qui sont encore dans la ville, puissent revenir à la tâche. Merci beaucoup Jérôme, tous ces encouragements, merci beaucoup, toutes ces félicitations. Je félicite aussi toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir pour cette émission qui était en fait une émission d'appel à la conscience pour que nous puissions faire revenir à notre peuple ce goût de défense. Il faut avoir le goût pour défendre son pays. Il faut développer cette habitude de défendre la nation. La nation nous appartient, comme on l'a dit, même si elle nous est tombée sur la tête, nous l'avons consommée, nous en avons fait notre corps. La République est notre corps et personne ne peut accepter que son corps soit mis en danger. Défendons notre pays comme nous défendons notre corps. Notre corps doit être mis à l'abri de manière à ce que son intégrité soit préservée comme notre pays. Je vous remercie sincèrement Jérôme Sekana pour avoir été à cette émission, surtout pour avoir un peu diffusé cette émotivité qui ne nous est pas habituelle, parce qu'il faut quand même se rendre compte que quand on aime son pays, parfois les larmes ne sont pas loin. Oui. Je voudrais remercier aussi ces héros, parce que Freddy Mulumba a pris des risques majeurs à titre personnel, et que ceux qui, dans la République, nous suivent, il ne faut pas que le sacrifice des uns et des autres soit inutile. Même si vous les laissez à côté, mais faites au moins ce qu'il vous a conseillé. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Je me critique. Merci et à la prochaine. Voilà.